ville antique ou de la cité du Moyen-Âge, on ne sait presque rien des jardins de Saint-Quentin. Vous pouvez observer ici une des rares vues de la cité médiévale. C'est un plan de la première moitié du XVIe siècle. Grâce à ces plans d'archives, les jardins se révèlent à nous dans toute leur étendue et leur diversité. Jardins des établissements religieux, terrains d'exercice militaires, ateliers textiles ou encore promenades des remparts. On peut voir que la ville de Saint-Quentin jusqu'au XVIIIe siècle est majoritairement constituée d'espaces vides, non construits, dévolus principalement à la subsistance. Les îlots bordés d'habitations, moins de 2000 au XVIIIe siècle, sont constitués de terrains où se développent notamment des cultures potagères et fruitières. Dans les faubourgs de la ville se dispersent le long des voies les maisons patriciennes et leurs jardins, ainsi que les jardinages, importantes ressources vivrières de la cité. Les couvents et abbayes qui s'installent et se développent dans la ville entre les XIIIe et XVIIIe siècles sont tous dotés de vastes jardins composés de plantes médicinales et aromatiques. À la fin du XVIIIe siècle, ces potagers ont une superficie moyenne de 3000 m². Le jardin du couvent des Jacobins, d'une superficie de 1,3 hectare, est le plus important. Dès le XVIe siècle, les ingénieurs du roi préconisent de planter des arbres sur les remparts de la ville pour la fourniture en bois, la stabilisation des couches de terre, le camouflage de l'artillerie. Ils ont aussi une fonction esthétique et hygiénique. Au milieu du XVIIIe siècle, sur presque 3,5 km, les remparts de Saint-Quentin sont plantés de près d'1 millier d'ormes, disposés en double rangée. Les vastes fossés secs des fortifications sont aussi des aires propices à la promenade et au pâturage des animaux domestiques. Ces espaces constituent des promenades ou boulevards appréciés des bourgeois qui n'ont plus à chercher au loin un air nouveau, sain et nécessaire pour la santé. À la veille de la Révolution, ces jardins, s'ils deviennent des espaces où il fait bon déambuler, n'en gardent pour autant pas moins une portée utilitaire, répondant à un besoin de production, qu'il s'agisse de plantes médicinales ou maraîchères. La notion de plaisir, d'agrément associé au jardin ne s'est développée que très progressivement au fil des siècles. S'il nous reste peu de traces des jardins dans les archives de la ville, c'est notamment à cause d'une plus faible production documentaire, en particulier iconographique. Le XIXe siècle, toutefois, nous a laissé entre les mains une quantité importante d'archives visuelles, témoignant de la présence de jardins au sein de la ville. Cette importance est notamment liée au grand projet de cadastre napoléonien amorcé en 1807. L'étude des plans produits tout au long du siècle est alors un excellent moyen d'observer la présence d'espaces verts dans le Saint-Quentin de l'époque. Les archives de la ville disposent aujourd'hui encore d'une collection de plans d'alignement datant du début du XIXe siècle, qui permettent de contempler ces jardins. Formant un véritable puzzle de la ville, ces 16 plans dessinés à la main illustrent l'urbanisme du Saint-Quentin de 1820. Découverts au sein de l'hôtel de ville plusieurs décennies après leur élaboration, ces plans ont été endommagés par un dégât des eaux. Malgré un nettoyage succinct par les archivistes de la ville, leur couleur ainsi que leur fragilité sont les témoins du vécu de ces plans. Attardons-nous par exemple quelques instants sur le 4e de ces plans. Sur celui-ci, il nous est possible de constater la présence d'un jardin de plaisance à proximité du boulevard Royal, aujourd'hui devenu boulevard Henri Martin. Présentant une structure mêlant jardin à la française et espace à l'anglaise plus sauvage, la vue de ce simple dessin nous laisse nous interroger sur ce que ressentaient les personnes qui déambulaient. Ce parc de bagatelles est aujourd'hui un jardin disparu. Autrefois conçu comme son nom l'indique pour le seul plaisir d'y déambuler, celui-ci a progressivement cédé sa place à l'accroissement urbain de la ville. À noter également que les jardins et parcs revêtent une dimension politique, en tant qu'ils supposent un contrôle sur la nature, le fait de soumettre celle-ci à la volonté du pouvoir, notamment celui du monarque. L'aspect monumental du jardin est important et s'observe aisément par la place que celui-ci vient prendre dans l'architecture urbaine. Les Champs-Élysées en sont un excellent exemple. Ces parcs de plusieurs hectares, autorisés sous le règne de Napoléon Ier vers 1810, interviennent dans le cadre de la chute des remparts de la ville. Ils s'intègrent dans l'architecture urbaine de Saint-Quentin comme une véritable cicatrice verte. À compter de la fin du XIXe siècle, et encore jusqu'à nos jours, de plus en plus de documents sont produits. À cela, de nouveaux supports de communication sont ajoutés, créant une nouvelle façon de partager l'information.
plus important d'entre eux est certainement la photographie. Il est en effet désormais possible de capturer, saisir un tableau à un moment donné et de le diffuser. Le moyen de diffusion de ce type de document iconographique se fait le plus fréquemment par la carte postale. Celles-ci sont en effet avant tout un moyen de communication entre les personnes, permettant de partager un visuel photographique de leur lieu d'émission. Aujourd'hui, ces clichés sont pour nous une magnifique source visuelle de ce qu'était le monde il y a plus de 100 ans. Avec ce fond des archives, il est possible de se plonger de façon immersive dans ces jardins que l'on ne pouvait contempler que de loin. Arpentons ainsi les sillons du jardin d'horticulture, et de son chalet, et de ses statues, les petits chemins sinueux et la végétation de l'époque. Toujours au sein du jardin, partageons la pose de 5 Antinois sur un banc, avec leurs enfants. Derrière eux, apparaît un pavillon, accueillant la Société des jardins d'horticulture, intégrée pleinement aux Champs-Élysées. À mesure que le XIXe siècle s'achève, les loisirs et en particulier le sport ont commencé à connaître un nouvel essor. Les différents espaces des Champs-Élysées se sont orientés de manière à répondre aux besoins croissants d'une société à l'aube de sa première révolution industrielle. Il est possible de voir ces pratiques au travers d'espaces réservés à ce thème d'activités de jeu, espaces de jeux de paume, espaces de boulingrin, promenades et manèges. Les archives permettent de redécouvrir des bâtiments disparus, comme ici avec le pavillon du jeu de paume. Endommagé durant la guerre et aujourd'hui disparu, ces documents sont parmi les dernières traces de l'édifice. Le jeu de paume est un ancêtre des sports de raquettes, on peut le voir ici avec ce joueur près du filet. De loisirs privés, le jeu de paume devient une fédération sportive ouverte à partir de 1923. La particularité de certaines de ces cartes postales repose sur le fait qu'elles soient parfois la seule image subsistante, voire existante des personnes qui vivaient à cette époque. Le jardin dans sa vocation d'agrément, de plaisir, est ainsi parfaitement illustré par ces images prises sur le vif. Que les personnes y viennent prendre l'air, y lire, s'asseoir ou promener leurs nourrissons, c'est avant tout un lieu public où chacun est convié. Le jardin d'agrément revêt alors une dimension particulière, celle d'un lieu de brassage social. En tant que tel, des règles sont appliquées, les espaces sont ordonnés et une société du loisir s'y compose. Se côtoient alors dans un même espace différents milieux sociaux. Ce brassage mêle alors toutes les classes sociales, comme en témoignent les cartes postales. Les personnalités bourgeoises, les travailleurs, les parents et les enfants. Aujourd'hui encore, il vous est possible d'arpenter ces lieux pour profiter de cet exceptionnel patrimoine naturel qui fait l'une des richesses de Saint-Quentin.